On est sur un territoire qui appartient aux Autochtones depuis des millénaires. Alors, chaque région de l'Ontario a différents traités et donc c'est important de prendre le temps de reconnaître ces traités-là, même s'ils existent depuis longtemps. Ils sont toujours très importants, toujours valides et il faut les reconnaître. Donc, peu importe où vous êtes en Ontario, prenons 2 petites minutes pour y réfléchir et prendre conscience de ça. Je vais être votre maîtresse de cérémonie ce soir et je vais juste vous expliquer un peu ça va être quoi les grandes lignes de notre soirée. Donc, on va avoir quelques discours de notre coprésidente du CA, Brigitte Murray, va prendre la parole. Puis ensuite, Danielle Carrière-Paris, l'autrice de tous ces articles-là, va prendre la parole aussi. Ensuite, on a 4 inspirateurs, inspiratrices qui vont nous parler un peu de leur cheminement. Et ensuite, il va y avoir une période de questions et de réponses, un mot de la fin et la photo qu'on va prendre à la fin pour immortaliser cette belle soirée. Puis là, ben, s'il y en a qui veulent rester pour jaser informellement, ben, on pourra faire ça à la toute fin. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Brigitte Murray, la coprésidente du CA du RPFO. Merci, Dominique. Alors, en mon nom personnel, au nom également de mon homologue, Francis Thériault, qui ne peut pas être avec nous ce soir, et aussi au nom des membres du comité du magazine Le Chaînon, je vous remercie de vous joindre à nous ce soir pour célébrer. Il me fait grand plaisir de présenter ce nouveau numéro spécial du magazine Le Chaînon. Il porte particulièrement sur des francophones, des franco-ontariennes et des franco-ontariens qui sont inspirants, qui comptent de grandes réalisations et qui ont un lien avec le sud de l'Ontario. Ce numéro spécial veut leur rendre hommage ce soir, pas seulement ce soir, mais perpétuellement, puisque c'est maintenant un numéro écrit. Et il veut également inspirer la relève qui pourrait être en quête de modèles positifs. Ce numéro spécial boucle une trilogie. Il se fonde sur les assises du numéro spécial qui a été publié en 2019 et qui s'intitulait « 25 coups de cœur d'une passionnée ». Alors, ce numéro présentait également des franco-ontariennes et des franco-ontariens inspirants qui comptent de grands accomplissements et eux avaient un lien avec l'Est de l'Ontario. Et ce premier numéro spécial s'est avéré un véhicule efficace pour faire connaître notre patrimoine vivant. Et cette trilogie, eh bien, elle a été conceptualisée et rédigée par Danielle Carrière-Paris, qui est en plus récipiendaire du prix Michel Prévost 2018 et qui encore aujourd'hui, à notre grand bonheur, est une fidèle collaboratrice du magazine Le Chaînon. Merci, Danielle. Et à la suite de ce premier numéro spécial intitulé « Les 25 coups de cœur d'une passionnée », eh bien, Danielle a accepté de reprendre la plume et en 2020, elle nous a présenté les 25 étoiles du Nord. Et cette fois-ci, c'était pour présenter des franco-ontariennes et des franco-ontariens qui avaient un lien avec le Nord. Et la passion de Danielle pour l'écriture ne s'affaiblit pas. Aujourd'hui, elle nous présente ses 25 muses du Sud. Il est important de mentionner que toutes ces personnes qui figurent dans ce numéro n'ont pas été choisies au hasard. En effet, il y a eu un appel à tous qui a été lancé pour obtenir des suggestions de candidature et plusieurs noms ont été suggérés. Il y en avait plus que 25. Et là, la liste était trop longue. Il fallait circonscrire le nombre de personnes qui figureraient dans le numéro spécial. Alors, les membres du comité du magazine Le Chaînon ont communiqué avec des gens du Sud pour établir une liste. Et c'était important que cette liste-là puisse représenter la population. Donc, qu'elle présente une diversité de cultures, une diversité de compétences, qu'elle puisse présenter des personnes de différentes générations et également des personnes de différentes identités de genre. Alors, bien sûr, comme je viens de le dire, beaucoup
plus de personnes auraient pu figurer dans ce numéro spécial, mais l'espace nous manquait. Néanmoins, on espère qu'au fil des prochains numéros du chaînon, ces personnes-là qui sont absentes de ce numéro-là puissent figurer dans d'autres numéros. Et sur ce, bien moi, je vous souhaite une belle soirée parmi nous et je vous dis bonne lecture si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire les 25 muses du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. Maintenant, je vais passer la parole à Danielle Carrière-Paris. Elle est originaire d'Ottawa. Elle est une avocate de formation qui est retraitée du gouvernement fédéral après avoir travaillé là plus de 35 ans. Elle est une passionnée de l'écriture. Elle rédige des textes de tout genre, y compris des livres de famille privés. Elle a écrit pour le chaînon depuis 2013 une centaine d'articles et elle est aussi rédactrice en chef du magazine en ligne Action de Retraite en Action. Danielle est aussi une marathonienne. Elle a déjà couru 42 km en 2012. C'est impressionnant. Moi, j'admire les marathoniens. Et elle a participé à nombreux autres événements de ce genre au fil des ans. Alors, Danielle, je te passe la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous voir toutes rassemblées ici pour célébrer des gens qui sont vraiment inspirants. Ça fut un véritable privilège pour moi de pouvoir prendre la plume puis de communiquer avec ces gens-là. Puis ils ont tous accepté de prendre part au projet. Alors ça, j'en suis très, très reconnaissante. J'ai décidé de prendre la plume il y a 2 ans passés, en 2019, comme on a mentionné pour le tome 1. À ce moment-là, c'était pour moi un moyen de donner au suivant, mais aussi de mettre en lumière des gens qui, d'après moi, étaient particulièrement inspirants. Moi, j'avais été élevée dans la francophonie, puis je l'ai pris pour acquis pendant longtemps jusqu'à ce que je réalise que c'était vraiment des gens qui ont mené des luttes bien avant nous autres. Et puis, c'est un petit peu dans ce contexte-là que je voulais leur rendre hommage, aussi parce que j'étais à l'aube de mes 60 ans, puis c'était une façon de donner au suivant. Alors, par la suite, j'ai pris la plume cette fois-ci pour les 25 muses du Sud. J'aimerais vous les présenter. Je vais vous les présenter chacun à leur tour, mais brièvement. Mais je voudrais vous laisser savoir que parmi les 25 muses, il y en a plusieurs qui sont dans ce que j'appelle la salle aujourd'hui. Il y a Faiza Abdallaoui, je pense je sais qu'elle s'était enregistrée. Il y a Suzanne Fontaine-Bélanger. Et il y a Christopher Carras qui est ici, Gérard Lévesque, Gilles Marchildon, Bernard Poulain, Dorine Chemeleux, qui va prendre la parole tantôt, et Fété Njera Batwer Kimpiobi. Puis elles sont dans la salle, mais elles ne vont pas tous parler. Je vais les présenter quand même à la fois. Je tiens à dire qu'ils sont tous des Franco-Ontariens d'adoption ou de naissance. Elles sont âgées entre 26 et 90 ans. Et puis, elles ont le volume le tome 3, vous permet aussi de connaître quelques petits chapitres marquants de la francophonie reliés aux histoires de chacun de ces sources d'inspiration. Certaines sont connues, il y en a d'autres qui le sont moins. Elles sont tous, chacune inspire publiquement ou discrètement, soit par choix ou en fonction de certaines circonstances inattendues, pour un métier exercé, un combat mené ou un geste posé. Alors, ils viennent d'un peu partout dans le sud ontarien. Il y en a qui viennent de Windsor, La Fontaine, Toronto, Welland, la région du Niagara et j'en passe. On y trouve des piliers qui ont tracé ce chemin pour d'autres, mais on y trouve également des engagés qui sont encore dans le domaine pour promouvoir notre identité francophone. On y retrouve des enseignants, des chanteurs, des musiciens, des comédiens, des artistes peintres, des avocats, des juges, des fonctionnaires et beaucoup plus encore. Puis plusieurs portent plus qu'un chapeau, alors ils peuvent avoir plus qu'une fonction. L'écho de leur petite histoire s'inscrit maintenant, à compter d'aujourd'hui, publiquement, et s'inscrivent au cœur de la grande histoire franco-ontarienne. Alors, je tiens vraiment à féliciter toutes ces sources d'inspiration. Je vous invite à vous laisser imprégner par l'univers unique de ces fabuleuses sources d'inspiration. Puis maintenant, j'aimerais aussi profiter de ce temps ici pour remercier plusieurs personnes qui ont participé à ce projet, soit de loin ou de près, parce que si ça s'écrit dans la solitude et se
conceptualise dans la solitude, vraiment, ça se concrétise que par la part d'une myriade de personnes vraiment qui m'ont appuyé dans ce projet. D'abord, chacune des sources d'inspiration, merci de m'avoir fait confiance. À ceux et celles qui ont agi comme intermédiaires, c'est-à-dire que j'avais peut-être pas de contact avec la personne, mais qui ont généreusement entré en communication avec la personne, ils m'ont donné une adresse courriel ou quelque chose, alors je les remercie. Le RPFO, évidemment, et en particulier Daniel Pécard-Gurgy et son équipe, Marthe, Diego et les autres, je ne connais pas tous, mais je sais qu'ils travaillent dans l'ombre, mais ils font beaucoup de travail. Le RPFO a fourni la tribune pour publier ce recueil. Les membres du comité du Chaînon, puis pour leur appui continu, il y a Francis Thériault qui était le président, maintenant on a une coprésidente Brigitte Murray, mais aussi Dominique Lajoie qui est membre du comité en plus d'être notre maîtresse de cérémonie ce soir. Il y a Michel Prévost qui est un membre, Andréane Joly, François Castillo, alors, et puis André Bléau qui vient de se joindre à l'équipe. Je tiens aussi à remercier Sami Khalid. Sami Khalid m'a appuyé énormément dans le premier tome. On ignorait à ce moment-là que ça deviendrait une trilogie. Alors, merci Sami. Je tiens aussi à remercier Brigitte Murray qui, lors du deuxième tome, avait pris le temps de lire le premier tome et de me fournir des petits conseils que j'ai mis en pratique pour le deuxième tome. La graphiste Chantal Lalonde qui a fait un travail incroyable de graphisme pour la mise en page. Puis évidemment, mon époux qui m'appuie depuis toujours et puis qui m'endure et puis qui me pardonne mes nombreux moments de réclusion pour me lancer dans l'écriture. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien vous présenter les 25 muses. Je vais vous les présenter brièvement. On va passer par l'entremise d'un petit PowerPoint. Alors, vous allez voir les photos de chacune de ces muses et puis je vais juste vous les présenter une à une. Alors, la première est Faiza Abdallaoui. Elle est une entrepreneure sociale, consultante, facilitatrice, coach et leader communautaire auprès des femmes immigrantes francophones et autres. Elle est originaire d'Algérie. Elle est une muse du Sud parce que cette franco-ontarienne d'adoption, curieuse, optimiste et empathique, se voue à des initiatives qui, elle espère, ont un impact positif sur la vie des autres. Ses plus récents projets professionnels et bénévoles axés, entre autres, sur le développement économique et sur l'autonomisation financière des femmes immigrantes francophones de Toronto en témoignent clairement. J'aimerais aussi vous présenter Suzanne Bélanger-Fontaine, qui est parmi nous ce soir. Elle a été fonctionnaire provincial et fédéral et leader communautaire. Elle est originaire de Québec. Elle est une muse du Sud parce que cette personnalité reconnue est respectée au sein de la communauté francophone, a occupé divers postes de haute direction et de leadership auprès des paliers gouvernementaux fédéraux provinciaux, notamment dans les domaines environnementaux et économiques, ainsi qu'au niveau des langues officielles. Elle demeure également très active dans le réseau associatif de sa communauté. Son engagement social se manifeste, entre autres, au niveau de l'inclusion des personnes ayant un handicap et auprès des aînés de l'Ontario. Jean-Roch Boutin. Jean-Roch est un travailleur social et communautaire engagé dans le domaine des services de santé et des populations marginalisées, cofondateur de Franco-Queer, d'Action positive VIH-Sida. Il est originaire de Saint-Prosper, Québec. Jean-Roch est une muse du Sud parce que, motivé par les chaos de son existence et de ceux et celles qui lui sont chers, cet homosexuel assumé choisit, depuis 1992, de redonner aux suivants en s'engageant à fond dans le domaine des services de la santé, des services sociaux et communautaires en milieu francophone minoritaire en Ontario. Il œuvre plus précisément et ardemment auprès des populations marginalisées, notamment auprès des aînés, des immigrants, LGBTQ+, et VIH-Sida. Danielle Caloz. Danielle est une enseignante, rédactrice, recherchiste, scénariste, productrice et entrepreneur de Médiatique Inc. Elle est originaire de la Suisse romande.
Elle est une muse du Sud parce que cette historienne franco-ontarienne d'adoption est devenue tour à tour enseignante, rédactrice, recherchiste, scénariste, productrice et entrepreneur. Elle produit de nombreux documentaires historiques et culturels dans la ville reine sur des sujets qui touchent à tout ce qui fait la richesse, le dynamisme et l'extraordinaire de notre monde. De plus, par l'entremise de la Société de l'histoire de Toronto, qu'elle a cofondée, Danielle contribue à la reconstitution de la mémoire francophone en Ontario et à enrichir le patrimoine local, voire national. Mariette Carrier-Fraser. Mariette a été enseignante, directrice d'école, surintendante régionale, sous-ministre adjointe à l'Éducation, militante pour la francophonie au niveau des droits linguistiques et des soins de la santé. Elle est originaire de Jug, près de Hearst. Elle est une muse du Sud parce qu'elle se voue à améliorer l'accès aux services en français en situation minoritaire, d'abord en éducation et ensuite en santé. Si enfant, cette femme de volonté et d'influence au service de l'Ontario français prenait pour acquis l'accès aux services en français dans son coin de pays, une prise de conscience lui prouve que ce n'est pas le cas ailleurs dans la province. Paul Chauvin. Paul Chauvin a été éducateur et directeur d'école. Il est originaire de Pointe-aux-Roches. Il est une muse du Sud parce que Paul Chauvin est réputé pour son dévouement inlassable envers la communauté francophone depuis toujours et plus particulièrement dans la fondation de 3 écoles secondaires francophones en Ontario. Marc-Yvain Giroux. Il a été enseignant, leader communautaire dans le domaine de la francophonie, de la radiodiffusion, de la culture et de la santé. Il est originaire de Bourget en Ontario. Il est une muse du Sud parce que ce leader communautaire a consacré sa carrière à la survie et à la vitalité de la francophonie de Welland et de la région du Niagara, en œuvrant auprès des jeunes et des moins jeunes. Compte parmi les plus importantes réalisations l'obtention d'une station radiophonique entièrement francophone dans le Sud ontarien. Chantal Hébert. Chantal Hébert est une journaliste, une chroniqueuse politique, autrice et essayiste. Elle est originaire d'Ottawa. Elle est une muse du Sud parce que cette journaliste, torontoise hors pair, qui cumule plus de 40 ans d'expérience, compte parmi les journalistes les plus connus et respectés au pays. Elle ne s'écoute pas écrire, comme plusieurs le font dans ce métier. Elle écrit pour informer. Christopher Carras. Christopher est dans la salle ce soir aussi, je peux mentionner. Il est parajuriste, il est originaire de Guelph. Il est une muse du Sud parce que ce parajuriste militant qui lutte contre la discrimination, et ce depuis l'adolescence, s'est donné pour mission de donner une force supplémentaire à la représentation des LGBTQ+. Ces revendications actuelles qui visent à infléchir la règle interdisant aux homosexuels la possibilité de faire un don de sang en est un exemple. François et Pierre Lamoureux. Ils sont 2 frères. Ils sont des musiciens, compositeurs, interprètes, cinéastes, producteurs et entrepreneurs de renommée internationale dans la production audiovisuelle via Fogo Labs Corporation. Ils sont originaires de Sudbury. Ils sont des muses du Sud parce que ces talentueux frères ont connu dans les années 90 un immense succès au Canada et à l'étranger par l'entremise de leur groupe musical Brasse Camarades. Puis les frangins se sont réinventés au tournant du nouveau millénaire et ont rebondi. Et c'est peu dire. Par l'entremise de leur entreprise de coproduction audiovisuelle Fogo Labs, ils mettent en valeur les plus grosses pointures de l'industrie musicale. Au passage, ils ont raflé pas moins d'une 15aine de trophées, dont 1 Grammy, 2 Emmy Awards, 2 Gemini et 2 Juno. Hélène Legault. Hélène est une leader communautaire dans les domaines de la francophonie,
de l'éducation et de la culture et des arts. Elle est originaire d'Ottawa. Elle est une muse du Sud parce que la francophonie est devenue pour cette passionnée et amoureuse de la langue le mandat d'une vie. Elle a su mettre en lumière lors de ses nombreux déplacements au pays et à l'étranger afin d'en assurer la pérennité. Aujourd'hui, grâce aux efforts incessants déployés par cette chef de file, le volet francophone de l'éducation, des arts et de la culture au sein de sa communauté de Durham se porte mieux. Gérard Lévesque, qui est aussi parmi nous ce soir, il est avocat, notaire, auteur, chroniqueur juridique, leader communautaire au sein de la francophonie. Il est originaire de Hull. Il est une muse du Sud parce que, par son profond engagement au sein de sa communauté et de sa profession juridique, cet activiste voué au domaine des droits linguistiques et scolaires a contribué, entre autres, à l'accès à une justice égale devant les tribunaux dans la langue officielle de son choix, et ce, partout en Ontario, et aussi à l'obtention du droit de la communauté francophone à gérer ses établissements d'enseignement. Guy Mignot. Guy Mignot est un raconteur, un comédien, un metteur en scène et directeur de la compagnie théâtrale. Il est originaire de Hull. Il est une muse du Sud parce que cet homme d'exception aux multiples talents et directeur de la compagnie théâtrale, aux multiples talents inépuisables, nous charme tant sur la scène qu'à l'écran. Puis, grâce à sa judicieuse prise de risque, le théâtre français de Toronto, qui battait de l'aile, a connu un redressement extraordinaire et a vécu une époque de renouveau et de création grandement attribuable à son excellente gestion. Karine Morin. Karine Morin. Karine est une juge de paix et leader communautaire auprès de nouveaux arrivants, de victimes d'abus et de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle est originaire de Montréal. Elle est une muse du Sud parce que, en plus d'être connue pour son engagement communautaire hors pair auprès de jeunes et moins jeunes, Karine est devenue la première femme noire francophone à être nommée juge de paix bilingue en Ontario. Fêtée Njira Batwer Kimpiobe, puis désolée si je ne prononce pas comme il faut de Fêtée. Fêtée, je crois, est dans la salle aujourd'hui, je sais qu'elle était enregistrée. Elle est cofondatrice de l'organisme Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, aussi connue sous le nom de Sophie Franc, et elle est auteure. Elle est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est une muse du Sud parce que cette franco-ontarienne d'adoption choisit de s'investir dans le secteur communautaire au Niagara afin de contribuer au mieux-être et à l'intégration sociale, culturelle, économique et éducative des nouvelles arrivantes francophones et leurs familles. En 2007, elle a cofondé et dirigé Sophie Franc. Gabriel Hausen. Il est poète, romancier, artiste peintre, président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, animateur de radio, conférencier et plus encore. Il est originaire de Port-au-Prince en Haïti. Il est une muse du Sud parce que ce Torontois franco-ontarien d'adoption, originaire d'Haïti, jongle avec brio ses différentes passions. Pour lui, l'écriture et la peinture s'inscrivent dans une mouvance, un continuum. Et elles sont motivées par un besoin intrinsèque de se ressourcer. Quant à son engagement communautaire exceptionnel, qui lui importe tout autant que sa création littéraire et artistique, il témoigne d'un généreux don de soi, issu d'un profond désir de redonner à la société, qui lui a été des plus favorables, tant sur le plan académique que professionnel. Bernard Aimé Poulain, qui est aussi dans la salle ce soir. Il est un artiste peintre, portraitiste, muraliste, sculpteur et auteur. Il est originaire de Windsor.
Il est une muse du Sud parce que, par son sens de l'observation inné, hors du commun, et son talent exceptionnel, cet artiste multidisciplinaire, autodidacte, est aujourd'hui reconnu à l'international pour ses œuvres portant sur des personnalités politiques, des membres de la famille royale, des gens d'affaires, des bureaucrates, des artistes, des athlètes, des chefs religieux et plusieurs autres. Comme le dit si bien Baudelaire, pour tout bon artiste, il ne s'agit pas pour lui de copier, mais d'interpréter. Damien Robitaille, il est pas mal un peu partout de ce temps-ci. Il est un musicien multi-instrumentaliste. Il est homme orchestre, auteur, compositeur, interprète. Il est originaire de Brantford, en Ontario. Et il est une muse du Sud parce que le talent et la bonhomie innée de cet artiste multi-instrumentaliste sont indéniables. Depuis le confinement imposé par la pandémie, il est devenu une vedette des réseaux sociaux grâce à son généreux don du génie musical qu'il habite. Ainsi, le Chuck Norris de la musique est devenu un propagateur de bonheur au quotidien pour des millions de personnes à l'échelle mondiale durant un douloureux chapitre de l'humanité. Paul Rouleau, avocat, plaideur, spécialiste dans les domaines du droit de l'éducation, du droit constitutionnel, du droit commercial et du droit du travail. Il est juge à la Cour supérieure de l'Ontario ainsi qu'à la Cour d'appel de l'Ontario. Il est originaire d'Eastview, aujourd'hui connu comme Vanier. Il est une muse du Sud parce que si les conseils scolaires francophones existent aujourd'hui, c'est en partie grâce à son solide engagement au sein de la francophonie ontarienne et à son inébranlable quête pour la justice. Maître Rouleau a plaidé habilement et avec succès, en étroite collaboration avec Maître Pierre Genet, la cause portant sur le droit des francophones de gérer leurs écoles. Aujourd'hui, à titre de juge, il a pour fonction primordiale d'appliquer la loi à des cas particuliers. Le docteur Anne Toth. Elle est docteur en services sociaux, chef de file et bénévole dans ce domaine d'expertise. Elle est originaire de London, en Ontario. Elle est une muse du Sud parce que cette travailleuse sociale est devenue, au fil du temps, une chef de file inspirante et innovatrice à l'échelle de la province, du pays ainsi qu'à l'étranger, dans les domaines de la santé mentale, des handicaps, la diversité, l'alphabétisation, la gestion du trauma, le stress et du deuil. Cette francophile dévouée est aussi reconnue pour son bénévolat et sa participation à la vie communautaire de la francophonie locale et provinciale. Alors, je viens de vous présenter 21 des muses. Alors, je vais maintenant céder la parole à quatre autres muses, les quatre autres. Et puis, je les ai invités tour à tour à prendre la parole, puis je vais vous les présenter brièvement. Puis, ils vont parler un petit peu des chapitres marquants de leur propre parcours, puis peut-être des leçons qu'ils ont tirées ou des observations à faire. Alors, je vais commencer par vous présenter Gilles Marchildon. Il est leader communautaire dans les domaines de la santé, des communications, de l'éducation, de la francophonie et journaliste originaire de Penetanguishene. Il est une muse du Sud parce qu'il a évolué au sein de nombreux organismes publics dans les domaines de la santé, de l'éducation de la francophonie, de la culture et autres. Il œuvre au cœur du militantisme lié aux droits des francophones et LGBTQ, puis il est devenu récemment le tout premier directeur du campus du Collège boréal de Toronto. Alors, à vous la parole, Gilles. Bien, merci beaucoup de me permettre de parler. J'aime toujours ça, comme ceux qui connaissent le savent. Puis écoutez, je suis flatté, je suis honoré, surtout par l'auguste compagnie des 24 autres personnes qui sont nommées dans le recueil. Dire que je suis identifié comme une muse,
je m'amusais à dire à quelqu'un muse aujourd'hui, musée demain, enfin, que le mausolée. Une muse, c'est supposément quelqu'un ou un être, une présence qui inspire. Alors, ça m'étonne ou enfin, je me suis jamais vu comme quelqu'un qui inspirerait d'autres, mais c'est tant mieux si c'est le cas et si ça peut inciter d'autres à poser des gestes, à participer dans la société, à contribuer et à poser des gestes d'action sociale positive. Vous savez, quand j'étais adolescent, à un moment donné, on m'avait posé la question c'est quoi ton plan de carrière ou qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, la fameuse question. Puis la réponse que j'ai donnée avait beaucoup surpris mon interlocuteur, ou en fait c'était une interlocutrice. J'avais dit que je voulais être un agent de progrès social. Et bon, elle s'attendait à une réponse comme avocat, comptable, quelque chose comme ça. Et ma réponse l'avait beaucoup étonnée. Et au fait, c'est un peu ce qui m'a, moi, inspiré tout au long de ma vie, c'est d'être un agent parce que je reconnais que je ne suis qu'un seul maillon dans la chaîne. Puis agent de progrès social parce que j'espère en tout cas que mon passage sur Terre puisse inciter ou contribuer à l'avancée positive de l'humanité et de la vie en société, quoi. En réfléchissant à quels ont été les fils conducteurs, j'en identifie quelques-uns, dont la diversité. Et Daniel, tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs chapeaux. J'en ai porté plusieurs chapeaux, même tellement que vous voyez, j'ai laquelle. Alors, mais la diversité, bon, j'ai eu le privilège et le plaisir de participer à différentes causes, différents organismes qui, oui, sont tous reliés à la question des droits de la personne, des droits humains, de défendre ou de promouvoir les intérêts de communautés particulières, que ce soit les francophones, que ce soit la communauté LGBTQ ou que ce soit la communauté artistique, culturelle. Pour moi, ça a toujours été le même combat. Puis peut-être deux autres fils conducteurs, c'était d'ailleurs le nom de mon entreprise à Winnipeg à un moment donné, les gens, c'est les idées. Parce que vraiment, ce sont les deux ingrédients qu'il faut pour faire avancer les choses, pour qu'il y ait du progrès social. Faut rassembler les gens, il faut rassembler le monde. Et donc, mais si on n'a pas d'idées pour les motiver ou pour les attirer, ça ne marchera pas. Puis, d'autre part, on peut avoir les meilleures idées du monde, mais si on ne réussit pas à les transmettre et à rallier des gens, les idées vont souvent pas pouvoir avancer et prendre racine. Alors, j'ai pensé, dans les minutes que j'ai, de vous faire 3 petites confidences ou de partager des choses qu'on ne retrouvera pas dans le livre. Ce sont des anecdotes qui illustrent un peu mon parcours et des qualités que j'ai toujours tenté de développer. La première, c'est par rapport à l'idée d'oser. Et l'anecdote qui illustre cela, c'est quand je me suis fait interpeller par la police douanière de l'Allemagne de l'Est. Alors déjà, l'Allemagne de l'Est, vous savez qu'elle n'existe plus en tant que pays. Puis c'était lors d'un voyage en train entre Moscou et Paris. Puis je voyageais à bord du train et un agent douanier avait fait irruption dans la petite cabine que je partageais avec un vieux couple russe et m'avait exigé mes papiers. Puis bon, moi, je revenais d'un sommet sur la jeunesse, regroupant la jeunesse, qui s'était déroulé à Pyongyang, en Corée du Nord. Et on nous avait indiqué que notre badge de participant était valable, nous permettait de passer dans les pays de l'Est pendant 10 jours suivant le congrès. Alors, je me sentais en position de force ou de légitimité pour pouvoir traverser les frontières.
alors que le couple russe avec qui je partageais la cabine était saisi d'effroi et je les voyais me regarder avec beaucoup de peur en disant, bon, au revoir, tu vas te faire emporter par la police douanière. Moi, j'ai un petit peu effronté, j'ai répondu Pachimu, ce qui veut dire en russe, pourquoi? Et là, le douanier, je pense, a été hébété de se faire interpeller par un jeune freluquet qui osait contester son autorité. Alors, il m'a arraché mon passeport, il est parti pendant quelques minutes et ça a été assez tendu. Moi-même, je me posais la question à savoir est-ce que j'avais été trop loin. Quelques minutes plus tard, il revient et me lance mon passeport et en déclarant Padarnok, qui veut dire cadeau du gouvernement. Et là, il est parti en claquant la porte. Et là, le vieux couple russe, qui jusqu'à date tremblait dans ses bottes pour moi, a éclaté de rire. Et puis, voilà, pour moi, en tout cas, c'est une petite anecdote amusante qui illustre que parfois, oui, il faut oser, il faut contester l'autorité ou les personnes qui pensent posséder la vérité. Les deux anecdotes, et je vais tâcher de faire rapidement, je ne vais pas trop prendre tout le temps, mais pour illustrer un peu la valeur du bénévolat et comment je me suis retrouvé relationniste pour Dracula. Alors, Dracula, pour vous rassurer, bon, c'est pas... je parle d'un film produit par Guy Madden qui tournait des danseurs du ballet royal de Winnipeg. Et toute cette expérience que j'ai vécue, qui était d'ailleurs passionnante, je l'ai vécue parce que, et je raconte ça aux étudiants du Collège Boréal, avec qui je suis en communication assez régulièrement, c'est important de faire du bénévolat, d'une part parce que, comme moi, ce qui m'avait poussé à être bénévole à Winnipeg en arrivant, c'est que j'ai toujours été passionné par le cinéma. Et donc, je m'étais porté volontaire comme bénévole au Winnipeg Film Group. Et cette expérience m'avait conduit à éventuellement participer au conseil d'administration, éventuellement prendre la direction intérimaire de l'organisme pendant 9 mois, pendant que le DG était en congé autorisé pour aller faire autre chose. Et toutes ces expériences-là m'avaient amené à travailler dans le domaine du cinéma de façon en appui, comme relationniste. Et c'est là que j'avais obtenu ce contrat pour être relationniste de Dracula. Et moi, je trouve que, un peu comme la première valeur, d'oser, le bénévolat peut être extrêmement enrichissant, ça peut nous amener sur des nouvelles pistes et c'est vraiment... ça peut avoir beaucoup de valeur, non seulement pour soi-même, mais pour la société en général, évidemment. La dernière petite anecdote que je vais partager, c'est une qui illustre, d'après moi, l'importance d'être flexible et de faire preuve d'humanisme. Et c'est la bénédiction que j'avais donnée comme père jésuite. Alors, non, je ne suis pas père jésuite, mais je m'étais habillé comme père jésuite pendant 2 étés, comme guide-interprète à Sainte-Marie au pays des Hurons, un site historique que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute. Et certains dimanches ou certains jours spéciaux, on faisait ce qui s'appelait de l'interprétation en première personne. Donc, je n'étais pas en train de présenter Gabriel Lallemand ou... oui, je pense que j'étais Gabriel Lallemand ce jour-là. Et j'étais Gabriel Lallemand. Alors, je me suis présenté aux touristes comme Gabriel Lallemand, et donc c'était de la personnification autorisée. Un dimanche, c'était le pèlerinage de la communauté italienne qui venait au sanctuaire des Saints-Martyrs canadiens. Et donc, on devait rester en personnage, et certains des pèlerins n'avaient pas saisi qu'on était des interprètes historiques embauchés, des jeunes étudiants d'été. Et donc, à un moment donné, il y a un groupe qui arrive dans l'église reconstruite dans laquelle je faisais mon interprétation. Et il y a une petite vieille qui se prosterne devant moi
en demandant la bénédiction. Dilemme. On nous dit qu'on n'est pas supposé de même prétendre qu'on fait certains actes qui sont autorisés seulement par les membres du clergé catholique. Mais là, je me suis dit, si je lui refuse la bénédiction, elle qui pense qu'on est des zélés modernes qui habitent, qui vivent comme dans l'époque pour montrer notre courage et notre foi auprès du bon Dieu. Si je lui refuse la bénédiction, elle va repartir en étant peut-être traumatisée, en disant le prêtre m'a refusé la bénédiction. Alors, je me suis dit, OK, c'est contre les règlements, mais je vais lui faire la bénédiction en bon latin, in nomine Patre et Spiritus, non, et Filii et Spiritus Sanctus. Pardonnez mon latin, littéralement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué, évidemment. Et voilà, elle est partie heureuse d'avoir été bénie par un jeune jésuite bien téméraire. Et pour moi, c'est pour vous amuser, mais aussi pour illustrer que parfois, il faut être flexible et faire preuve d'humanisme, même quand ça va contre le règlement. Alors voilà, merci. Et je nous souhaite tous une bonne soirée et j'ai hâte de continuer la conversation de façon informelle. Merci beaucoup, Gilles. C'est bravo. J'inviterai maintenant Claudette Paquin à prendre la parole. Elle est une leader dans le domaine de l'éducation, de la francophonie, du journalisme et de la télécommunication. Elle est originaire de Montréal. Elle est une muse du Sud parce que cette franco-ontarienne d'adoption de cœur et d'action a su conjuguer avec virtuosité ses passions pour l'éducation et la francophonie. D'abord, durant la crise scolaire de Penetanguishene, où elle a été active dans les manifestations de soutien à l'École de la Résistance et dans les coulisses des tribunaux de l'Ontario dans le but de reconnaître le droit à une éducation de langue française de qualité équivalente aux écoles anglaises voisines. De plus, cette vaillante activiste a entre autres œuvré ardemment au développement de la télévision éducative et culturelle de l'Ontario français, TFO, et a joué un rôle fort dans la création de Francoeur, la toute première série canadienne en français à l'extérieur de la baie. À vous la parole, Claudette. Bonjour, bonsoir, quelque chose. Je vais commencer simplement en disant que toute ma vie, je me suis trouvée chanceuse et reconnaissante d'être entourée d'amis, d'appui, de collègues qui étaient intelligents, dévoués et compétents. Alors ça aide beaucoup quand on travaille fort. Si on n'a pas ça, on ne réussira pas. Et vous parliez de Penetanguishene. Gilles Marchildon était étudiant à l'École de la Résistance. Gérard Lévesque a été, il a été le début finalement de l'École de la Résistance parce qu'il était directeur général de l'ACFO provincial à ce moment-là. Puis Paul Rouleau était notre avocat quand on est allé en cours pour gagner la cause de Jacques Marchand. Alors, je pense que la moitié des muses ce soir, c'est des gens sur qui j'ai pu compter avec énormément de reconnaissance. Quand j'ai commencé, là, c'est parce que j'avais 2 filles, hein, puis moi, je voulais des écoles en français. Il y en avait à l'élémentaire. On en voulait au secondaire. On voyait comment les jeunes étaient traités à l'école anglophone, là, semi-bilingue. Alors, on s'est dit, allons-y. Puis comme disait Gilles, oser. Et puis, mais c'est vraiment les élèves qui ont tenu cette école-là à bout de bras pendant 1 an, tant que ça ne s'est pas réglé du côté politique. Ensuite, dans toute ma carrière, après ça, ça a été de faire du mieux qu'on peut pour que la communauté franco-ontarienne puisse s'épanouir, bâtir des institutions, être bénévole. C'était dans mes jobs, dans mon bénévolat, l'engagement communautaire. On fait partie d'une communauté. Si on ne donne rien, on n'en fait pas partie. Alors, je travaillais... Quand je suis arrivée à TFO, je travaillais évidemment à Toronto, mais j'habitais encore dans Simcoe. Et puis, je faisais du bénévolat au Club Richelieu-Pénétaigne, à la Clé de la baie Pénétaigne, et puis au Goût de vivre, le petit journal de La Fontaine. Alors, il faut vraiment garder nos connexions communautaires.
Quand j'ai pris la direction de TFO en juillet 2000, j'avais, pour la première fois de ma vie, je pense que j'avais un plan de match vraiment clair. Et c'était que TFO, on avait maintenant des institutions. On avait des collèges, des écoles secondaires, on avait ce qu'on avait de besoin. Ben, en tout cas, c'est pas autant qu'on aurait rêvé, là, mais on avait Montfort, on avait des institutions. Mais maintenant, il fallait les utiliser, qu'on s'épanouisse tous ensemble pour l'avenir de la société franco-ontarienne. Alors, mon plan de match, il était en 3 phases. D'abord, développer la production indépendante en télévision avec des producteurs indépendants franco-ontariens. Donc, oui, il y a eu Francoeur, il y a eu plusieurs autres téléséries comme ça, faites dans l'Est ontarien, à Sudbury. Et ça a été, pour moi, là, c'est le plus beau moment, ça a été ça, parce qu'on avait finalement des artistes francophones en Ontario qui pouvaient vivre de leur art avec le théâtre, les téléséries et les autres choses qui se faisaient à la télévision. Mon Dieu, c'était finalement, c'était du temps plein. Et ça, je suis très fière de ça. La deuxième chose, c'était d'embaucher nos diplômés. Colin, on les met dans les écoles secondaires, on crée des collèges. Et puis, je trouvais qu'on n'embauchait pas beaucoup de nos diplômés. Alors ça a été un défi parce que Toronto, c'est une ville qui coûte cher. Ils ne voulaient pas, puis c'est une ville qui, d'après eux, était plate. Alors, les jeunes diplômés ne voulaient pas nécessairement venir à Toronto, mais en tout cas, on a ouvert un bureau à Ottawa, puis on a ouvert un à Sudbury. Alors, on essayait le plus possible. Puis la troisième chose, ça a été les achats. Et je dis ça parce que TFO avait quand même des millions comme budget et les autres institutions aussi ont des millions comme budget. Et je me disais, comment ça se fait qu'on n'achète pas de nos PME? Les petites et moyennes entreprises en Ontario sous le gouvernement, on devait toujours avoir la règle du plus bas soumissionnaire. Puis nos PME, regarde, comment tu peux compétitionner avec quelqu'un qui usine 5 millions d'unités, puis toi, tu en usines 5 000. Alors, on a été capable de convaincre le gouvernement de donner des critères qu'on appelait, nous autres, les critères de la PME, qui nous permettaient d'octroyer des points de plus à des petites et moyennes entreprises franco-ontariennes. Et on a réussi à faire la grande majorité de tous nos achats. Que ce soit imprimerie, que ce soit les services bancaires, auprès de fournisseurs qui pouvaient nous servir de A à Z en français. Donc, ça, c'était... Et pour moi, ça a toujours été, si toutes les grosses institutions qui ont des millions pouvaient garantir d'acheter auprès de nos PME, bien, nos jeunes qui sortent des écoles et des collèges, il me semble qu'ils verraient le message. Et ça a été pour moi extrêmement important, qu'on lance le message que le français, c'est la langue d'éducation, c'est la langue de la culture, c'est la langue de notre cœur. Mais quand tu as entre 12 ans et 18 ans, il faut qu'il y ait aussi autre chose. Puis c'était une langue d'avenir. C'est ce que je voulais démontrer. Alors moi, c'est à peu près dans ma retraite, là, je me suis tenue loin parce que je ne voulais pas être l'ombre hélicoptère. Ça n'a pas été facile. Ça, je le dis très sincèrement, ça n'a pas été facile. Mais si j'ai un message à laisser, c'est que tout ce qu'on a d'institutions aujourd'hui, on a des institutions, bien, si on investissait non seulement notre temps et notre bénévolat, mais aussi nos dollars dans la prospérité de l'Ontario français, il me semble qu'on ferait un autre gros pas en avant, puis c'est là-dessus que je laisse mon message. Merci énormément, Claudette. Je vais maintenant inviter Dorine Chemeleux à prendre la parole. Dorine est enseignante, fondatrice et directrice générale au programme Épelle-moi Canada. Elle est originaire du Douala au Cameroun, en Afrique centrale. Elle est une muse du Sud parce qu'elle contribue, dès son arrivée en sol canadien, à l'épanouissement des premiers arrivants à Windsor, sa communauté d'adoption, puis l'enseignante se voue à la création d'Épelle-moi Canada, le volet francophone du concours d'épellation Spelling Bee of Canada, qui fait sa renommée à travers la province ontarienne, voire à l'échelle du pays.
À vous la parole, Zarine. Merci Daniel, bonsoir à tous. Déjà, je tiens à féliciter. C'est un honneur pour moi d'être ici quand je vois, en écoutant tout le parcours de tous ces 24 autres muses. Je suis reconnaissante et je remercie déjà ceux qui m'ont nominée et de faire partir de tous ces bâtisseurs. C'est très inspirant et ça montre que, comme a dit tantôt Gilles, nous sommes des agents et, et un agent est un maillon dans l'ensemble de tout un système. Et c'est en travaillant ensemble que chacun pourrait contribuer et continuer à bâtir notre bel Ontario, notre belle province et faire une différence et surtout apporter quelque chose pour la future génération. Déjà, je vais un peu vous parler, plusieurs peut-être ici ne me connaissent pas. Comme l'a dit Daniel, moi je suis originaire de Douala, c'est au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder en Afrique centrale. J'ai immigré au Canada en 2006 en provenance de l'Allemagne. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté mon pays d'origine pour aller faire des études en commerce en Allemagne. Et après, j'ai quitté l'Allemagne pour rejoindre mon conjoint et nous avons immigré au Canada. Et mon immigration au Canada a été tout un changement parce que quand j'arrive au Canada, c'était en 2006. Si vous vous rappelez bien, c'était la période de la dépression, la crise automobile à Windsor. C'était comme la catastrophe. Tout fermait, c'était fermé de partout. Et à un moment, j'ai dit à mon conjoint, Guy, où est-ce que tu m'as amené? Mais, parce que oui, je quittais de l'Allemagne, j'étais à Brême, j'étais d'abord à Berlin, ensuite j'ai vécu au nord à Brême. C'est tout un changement, c'est toute une culture. Mais j'ai très vite appris le sens de la résilience et de l'adaptation. Et au lieu de me demander qu'est-ce que ce pays m'offre, qu'est-ce que le Canada m'offre, j'ai plutôt retourné avec la question, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour le Canada? Quelle est ma contribution à bâtir ce Canada? Et c'est comme ça que, bon, je suis rentrée. D'abord, il fallait comprendre le système parce que c'est vraiment ça la réalité. Là, je vous parle un peu le portrait de la réalité de l'immigrant. Il fallait, pour moi, c'était important de comprendre d'abord le système, donc rentrer à l'école, faire des études. J'ai étudié dans le marketing et ensuite j'ai eu aux États-Unis, j'ai eu un bac en commerce, en marketing et spécialisation entrepreneurship. Et après, je suis revenue au Canada et j'ai continué dans le domaine et après, j'ai viré dans l'enseignement. Mais entre-temps, j'ai très vite compris que le sens du bénévolat, comme l'a parlé les prédécesseurs, l'importance vraiment de s'engager dans la communauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager dans ma communauté parce qu'il faut aussi reconnaître, pendant ce temps-là, la communauté camerounaise, on n'était pas nombreux non plus dans la région. Donc, nous étions comme un peu les premiers à venir. Alors, c'était important qu'on mette en place une structure qui permette d'aider les autres qui viendront dans leur installation. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon petit chemin et j'ai exercé dans l'enseignement. Déjà, je suis mère, je suis mariée mère, j'ai 3 enfants. Et quand je suis allée dans le système éducatif, c'est là où j'ai compris que qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que quand moi j'étais au Cameroun et pour ceux qui viennent des différents pays francophones, il y avait plusieurs activités qui étaient faites pour promouvoir la langue française. Donc chacun de nous a son histoire avec la langue française. Alors je me suis dit, il est vraiment il était temps de mettre quelque chose en place pour vraiment continuer à assurer la pérennité de cette langue française. Alors, j'étais présidente de ma communauté et j'ai mis en place un concours d'épellation au niveau de la communauté qui a super bien été. Mais ensuite, je voyais l'initiative plus grande parce que je me suis dit, si une activité pareille connaît un tel succès dans la région, pourquoi ne pas l'étendre? C'est ainsi que nous sommes alliés avec Spelling Bee of Canada. L'organisme, c'était déjà ça faisait 30 ans qu'ils organisaient des compétitions
d'orthographe en anglais pour les jeunes anglophones. Alors, nous avons créé, mon équipe et moi, la version française du Spelling Bee. L'idée, vraiment, c'était de permettre aux jeunes francophones qui ont des talents littéraires d'être sous les projecteurs. Parce que très tôt, quand j'étais en tant qu'enseignant, j'avais remarqué qu'on mettait tellement d'emphase sur les jeunes qui ont des talents sportifs et ceux qui ont des talents littéraires n'étaient pas très valorisés. Ça, c'est la réalité. Et alors, il était vraiment question de montrer que non, c'est valorisant d'être bon en français, de maîtriser la langue. Et il est vraiment temps de mettre ces jeunes sous les projecteurs. Et c'est ainsi que, en mettant en place le programme Épelle-moi Canada, l'idée, c'était vraiment l'idée première. C'était non seulement de promouvoir la langue française, mais de mettre ces jeunes-là sous les projecteurs pour qu'ils se sentent aussi valorisés, aussi bien que ceux qui ont des talents sportifs. Et cela va contribuer à bâtir leur confiance en soi, l'estime de soi et aussi leur communication devant un public. Alors, ça, c'était la mission première et c'est ainsi que, à date, nous avons près de 5000 jeunes qui ont déjà eu à participer et à nos initiatives et nous avons commencé en Ontario et maintenant nous sommes au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick aussi. Et le programme continue de grandir malgré la pandémie. Mais il y a une chose que pendant toute la mise en place du programme, qu'est-ce que j'ai appris et ce qui m'a aussi permis de continuer mon développement personnel parce que là, j'ai pris du développement personnel pour être une coach. À la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vraiment d'avoir le sentiment d'ajouter de la valeur aux autres. Parce que, et surtout pour nos jeunes, on assiste à une génération qui n'est peut-être pas comme la nôtre. Alors, c'est vraiment important de les inculquer ces valeurs humaines basées sur le leadership parce que c'est eux la future génération, c'est eux qui vont assurer, qui vont prendre la relève. Mais si nous, on ne les accompagne pas dans ce processus, ça sera difficile. Alors, c'est ainsi que nous avons commencé, en plus des programmes d'épellation, nous avons mis en place des programmes dans le leadership, l'entrepreneuriat, qui permettent vraiment aux jeunes de développer leur plein potentiel et d'être des personnes de valeur qui ajoutent de la valeur aux autres. Parce que nous, on croit fortement que chacun de nous a des dons, des talents et une mission. Et maintenant, c'est comment on met en évidence cette mission et comment est-ce que ça apporte de la valeur aux autres. C'est ainsi que la communauté se bâtit. Et s'il y a, comment je vais dire, s'il y a un message pour la fin que je voudrais dire vraiment, c'est surtout avec la perspective d'une personne issue de l'immigration. Nous avons un magnifique pays et qui a tellement de talent, tellement de potentiel et qui est là pour appuyer tout ce talent et ce potentiel. C'est vraiment à chacun de nous de mettre ce talent au service des autres et de le faire briller. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais inviter, elle va le faire par vidéo parce qu'elle est elle avait un conflit d'horaire, mais une dame du nom de Nathalie Nadon. Nathalie est comédienne de formation. Elle est aussi chanteuse, productrice, animatrice, scripteur et entrepreneur artistique. Elle est originaire de la région d'Ottawa-Gatineau. Elle s'amuse souvent à dire qu'elle possède la double citoyenneté, franco-ontarienne et québécoise. Elle est une muse du Sud parce que par son incroyable polyvalence artistique, ce caméléon de la scène musicale et théâtrale, ainsi que de la télé, jumelle avec brio le chant, la danse, le drame et l'humour. De plus, au grand bonheur de son auditoire à l'échelle canadienne et à l'étranger, elle évoque avec virtuosité la nostalgie des années 40, avec une saveur de jazz contemporain, par l'entremise de la formation musicale Les Chiclets. Mais Nathalie Nadon, c'est surtout une femme impliquée auprès de la communauté, intéressée à faire rayonner la culture franco-ontarienne par l'entremise de projets créatifs. Alors, on peut partir la vidéo.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadon, je suis comédienne, chanteuse, productrice, membre du trio vocal des Chiclettes et je suis Rosalie des Aventures d'Amandine et Rosalie, projet jeunesse. J'aimerais dire un gros merci à toute l'équipe du Chaînon qui a pensé à moi comme étant une personne inspirante du sud de l'Ontario. Merci beaucoup. J'habite Toronto depuis plus de 20 ans déjà et j'œuvre dans le milieu franco-ontarien depuis au moins 30 ans. Ça me fait toujours plaisir de faire rayonner la culture franco-ontarienne, que ce soit pour le grand public ou pour les tout-petits. J'aimerais dire aussi un beau bonjour à plusieurs de mes amis, de mes collègues que j'ai reconnus en feuilletant les pages du Chaînon. Donc, ça me fait plaisir d'être en vedette avec vous. Et oui, mes plus grands succès sont sans contredit le trio vocal des Chiclettes. J'ai joué au Festival de Stratford. J'ai joué pour plusieurs théâtres francophones en Ontario. J'ai tourné partout au Canada. Et c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de dire que je suis une fière franco-ontarienne et de faire rayonner la culture franco-ontarienne bien au-delà des frontières de l'Ontario. Ça me fait toujours plaisir. J'espère vous revoir en vrai bientôt. Désolée de ne pas être avec vous ce soir. Je suis en tournage, en fait, pour l'émission Tournée Générale qui parle des francophones hors Québec. Donc, ça, c'est nous. Donc, je suis en tournage aujourd'hui. C'est pour ça que je ne pouvais pas être avec vous. Mais je tenais quand même à vous dire un gros merci d'être ici. Et j'ai très hâte de vous revoir en vrai sur les planches, à la télé ou tout simplement pour un petit verre de vin. Au revoir. Bon. Alors, ça conclut les présentations de nos 25 muses. Vraiment, je vous remercie d'avoir participé au projet, mais aussi vous remercie d'être aussi inspirant et inspirante. Et puis, je cède maintenant la parole à Dominique ou à Daniel, je ne suis pas certaine, non, mais... Oui, ben là, ça serait une période de questions ou de réponses. Il y en a qui ont des questions pour nos muses qui ont parlé ce soir ou des questions pour Daniel. Ça va être Daniel Pécard-Gorgé qui va gérer les questions. Fait que vous pouvez soit les écrire dans le chat, vous pouvez aussi lever la main en bas de l'écran ou en haut de l'écran, ça dépend de votre ordinateur, mais il y a des petites réactions. Puis vous pouvez cliquer une des réactions, c'est lever la main. Puis là, on va voir les mains levées, puis on pourra aller vers vous si vous avez des questions. Donc, allez-y, là, le plancher est à vous. Donc, il y a une question dans le chat, je crois, de la part de Jean-Roch Boutin. Donc, Jean-Roch, je t'invite à prendre la parole. Ce n'était pas une question, c'était pour vous dire au revoir et vous remercier toutes et tous de votre engagement communautaire pour faire rayonner la culture francophone, les cultures francophones et la culture française et la langue française. Je suis très honoré, humblement honoré, je devrais dire, de faire partie d'une gang aussi engagée qui ont été inspirants pour tellement de monde, pour moi, d'abord parce que depuis 30 ans seulement que je suis ici en Ontario et toutes et tous, je vois plein de visages que je connais personnellement pour les avoir rencontrés, les avoir côtoyés et avoir été engagés avec vous toutes et tous. Alors, je vous remercie beaucoup. Je dois vous quitter parce que j'ai la réunion de l'Assemblée générale annuelle du Centre francophone qui est commencée depuis 10 minutes. Alors, je vous admire toutes et tous et merci beaucoup de vos encouragements et votre présence. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Donc, je ne vois pas de main levée, mais on peut aussi prendre des commentaires. Ah là, il y a Suzanne qui a vraiment la vraie main levée au lieu d'une main virtuelle. Donc, vas-y, Suzanne, c'est en sourdine, mais tu peux mettre ton micro et prendre la parole. Ah, voilà. Daniel, félicitations pour ton beau travail. C'est inspirant tout ce que tu as fait. Tu as fait le tour de la province, puis c'est génial. C'est quoi ton prochain projet maintenant? Me rendre chez vous. Ah, bon. Pour la dégustation de vin au mois d'avril. On t'attend. En plus de ça, ça va être en réunion hybride. Tu vas peut-être avoir des gens de la Floride là-dedans. OK. Mais est-ce que tu as un projet d'écriture? J'en ai un qui est dans une maison d'édition comme c'est là. Je ne peux pas en parler trop parce qu'elle n'est pas encore publiée, mais j'attends tout simplement. Je ne peux pas vous donner de date, je ne le sais pas, c'est une biographie.
Mais je continue mes projets, évidemment, pour le chaînon. J'en ai plusieurs à venir, j'espère, du moins. Et puis, c'est ça. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir appris à connaître tous ces gens-là parce que sans l'appui de bien des gens, je n'aurais pas réussi à les connaître. Alors, je l'apprécie. On n'est jamais seul en écriture, hein? Non, c'est ça. On est juste un moyen de transmettre la richesse de notre patrimoine. Merci, Suzanne. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Je vois Gérard Lévesque qui a la main levée. Vas-y, Gérard. Quand on a entendu la confession de Gilles Marchildon tantôt, j'ai pensé que l'évêque pourrait lui pardonner. L'évêque de Toronto. L'évêque, c'est ça, Gérard Lévesque. Maintenant, Claudette nous a rappelé des moments intéressants de l'histoire de Pénétangue. J'en profite pour souligner que notre collègue Paul-François Sylvestre, qui est probablement maintenant l'auteur franco-ontarien qui a publié le plus grand nombre de volumes, sinon il est très près de dépasser le premier, le Père Aublat, qui était en tête jusqu'à il y a quelques années, je pense. Paul-François a écrit un volume sur l'histoire de la crise de Pénétangue. Alors, je ne sais pas s'il en reste encore des copies disponibles, mais c'est intéressant. Par le tour du livre, de cette édition de la revue, et par les propos de ce soir, on a probablement tous appris un élément ou l'autre qu'on ne connaissait pas de un ou l'autre d'entre nous, parce qu'on est tellement préoccupé avec notre quotidien qu'on n'a pas le temps, des fois, de voir toute la richesse de l'expérience de nos collègues. Alors, c'est des moments comme ceux d'aujourd'hui qui nous aident à prendre une pause pour dire, bien, on a peut-être fait quelque chose d'intéressant ou de bien, tant mieux. Et continuons parce qu'on a encore du progrès à faire. Entre autres pour prendre la relève quand il y en a qui ne peuvent pas se rendre un peu plus loin. Je pense à notre collègue Josée Forêt-Nissing qui est disparue trop vite. Elle nous laisse quelques batailles qu'elle a elle-même identifiées, entre autres au niveau juridique. Alors, ça va prendre des gens pour prendre le flambeau et continuer. Alors, merci pour cet honneur et je suis content de retrouver en bonne compagnie et retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis presque le début du regroupement du patrimoine franco-ontarien. Je vois que Huguette Parent est avec nous ce soir. Je me souviens des réunions qu'on faisait avant la création du regroupement avec des rencontres avec le sénateur Bellil, entre autres. Et bien d'autres qui ont mis la main à la pâte dès les débuts du regroupement. Et ça fait beaucoup plus que 30-40 ans. J'oublie la date de fondation, parce que ça fait 30 ans que je suis à Toronto. Alors, ça remonte pour moi plus que 40 ans. Là. Qui sait la date de fondation du regroupement? Je l'ai oublié, moi. C'est sans doute... je ne sais pas s'il y a personne. On va chercher ça. Et sans doute, on va interroger Google pour voir ce que c'est 81, techniquement. 81, ah bon. Oui. C'est la date que je mets dans les demandes de financement quand même. Okay. Il y a plusieurs dates de création quand même, mais celle-là... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Daniel Carrière-Paris, pour une des muses? Oh. Il y a Suzanne qui aimerait intervenir encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore pris la parole d'abord? Je pense que Michel Prévost a la main levée virtuellement. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas, mais vas-y fort, Michel. Oui, ben, moi, c'est tout simplement un tout petit mot pour remercier encore une fois Daniel. À titre de membre du comité là, du magazine Le Chaînon, je suis bien placé pour voir tout le travail qu'il y a derrière ça, recherche, rédaction, révision. Alors, chapeau
à Daniel pour ce troisième tome. Alors, un premier, un deuxième, un troisième. Alors, tu as fait le tour du chapeau et je t'en félicite et je te remercie de ce bel engagement, de ton enthousiasme que tu partages avec les membres de ton équipe. Alors, je suis certain que tous les portraits, tous les gens que tu as finalement interviewés, que tu nous as fait découvrir, sont très, très heureux d'avoir participé à cette belle aventure. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Michel. Je voulais mentionner peut-être une petite chose, j'ai oublié de mentionner tantôt, Paul-François Sylvestre faisait partie du premier tome, je veux juste que vous sachiez. Il n'est pas dans ce tome ici, mais il avait un lien avec l'Est ontarien. Alors, il faisait partie du premier tome. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le tome du Sud. Là, mais je suis mentionné. Donc, je pense que c'est Suzanne qui voulait encore prendre la parole. Oui, si vous me permettez. La question s'adresserait à Gilles Marchildon. Tu as mentionné oser contester l'autorité. Est-ce que je peux savoir d'où ça vient? Est-ce que ça vient de ton enfance, une expérience que tu as vécue en tant qu'adulte? Comment tu vois ça, la nécessité de contester l'autorité? Bien, je suis un enfant de la Huronie. J'ai fait ma première année d'école secondaire dans une école illégale. Et c'est peut-être ça qui m'a lancé sur le sentier de la résistance. Résistance à une autorité qui n'est pas bien assise, c'est-à-dire une autorité qui est peut-être, puis là vous allez voir, j'ai étudié en sciences politiques, en pensée politique en plus, alors ça vient colorer l'analyse que je porte sur les choses, mais c'est ça, quand une autorité n'est pas assise sur des fondements de justice, de démocratie, des valeurs qu'on peut défendre, oui, je pense qu'elle mérite d'être contestée. Puis, donc, cette leçon-là, je l'ai bien absorbée pendant la crise scolaire à Penetanguishene et j'ai porté ça nourrit mon activisme ou mon militantisme dans la cause des personnes LGBTQ, où nous, on a pu, avec l'évolution des choses, on a pu contester devant les tribunaux, devant les parlements, et donc, on a pu utiliser des autorités légitimes pour contester. Alors, il y a différentes formes de contestation. Puis je pense qu'il y a de la place pour toute forme de contestation. Je veux dire, les radicaux qui, jadis, sont allés s'installer sur les marches de Queen's Park pendant l'année de la crise scolaire à Penetanguishene, avaient leur place, tout comme par la suite, il y a eu des contestations devant les tribunaux en utilisant le droit et les articles de loi qui existent à bon escient pour faire avancer les choses. Alors, c'est ça, ça prend toute forme de contestation pour faire bien avancer les choses. Merci. Et quelle question pertinente. Nous sommes la veille du 3e anniversaire des manifestations de la résistance. Donc, ouais, on est tout à fait pertinent. Je pense que Gérard Lévesque avait encore la main levée. Ça se peut-tu? Non, c'est... OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'essayais de fermer mon micro, puis ça a mis ma main Ah, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, soit pour Daniel Carrière-Paris, soit pour un des muses? Ou pour Dominique? Ah, Dominique, tu as une question. Bien, je sais pas si j'ai pas vraiment de question. C'est juste que ça m'a vraiment impressionné de savoir, Gilles, que vous étiez à un congrès à Pyongyang, en Corée du Nord, pendant la guerre froide, je suppose, quand vous étiez étudiant. Je sais pas, c'est comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés là? Je trouve ça vraiment fascinant. Oui, ça sort de l'ordinaire, puis c'est pas dans mon passeport, mais je suis certain que j'ai un dossier à la GRC quelque part. Puis ça venait après Penetang. Alors déjà à Penetang, je suis certain que
Hein, Claudette, tu as peut-être toi aussi un record ou une petite note dans une fiche quelque part. On va découvrir ça à un moment donné lorsque les archives seront rendues publiques. Mais pour résumer, à chaque 4 ans ou à l'époque, dans les pays de l'Est, il y avait un grand sommet de la jeunesse et des étudiants qui était organisé dans les pays de l'Est et c'était gros comme événement. On parle aux environs de 20 000 jeunes regroupés ensemble et ça avait lieu à tous les 4 ans. Et en 1989, c'était dans toute la mouvance de glasnost, de perestroïka, le mouvement d'ouverture qui se faisait dans l'Union soviétique, comme ça existait à l'époque. Ils avaient fait un effort pour inviter des délégations de pays de l'Ouest. Donc, le Canada, tous les pays de l'Europe de l'Ouest, les États-Unis même. C'est ça, ils avaient organisé par le mouvement communautaire, les regroupements étudiants et tout ça. J'avais été actif comme militant étudiant aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait cet événement qui s'organisait. Puis j'étais très curieux et voilà. Puis bon, pour parler de la contestation, les pays de l'Ouest, lorsqu'on s'est retrouvés à Pyongyang, en Corée du Nord, c'était l'année où il y avait l'incident dans le Tiananmen Square en Chine. On avait voulu organiser un ralliement en solidarité avec le mouvement en Chine et la Corée du Nord, les organisateurs voulaient vraiment pas en tout cas, je vous raconterai ça une autre fois, mais on avait pu se mobiliser quand même pour passer le message que la jeunesse était en accord avec d'autres jeunes en Chine qui voulaient contester l'autorité qui n'était pas bien assise en termes de justice. Oh, merci, c'est fascinant. Merci. De Penetang à Pyongyang. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans le chat ou quelqu'un qui veut prendre la parole? Je ne vois rien. Ben, je viens juste de voir le commentaire de Diego dans le chat, là. Un futur article pour le chaînon. Gilles Marchildon, si vous voulez écrire pour le chaînon, ça va être un numéro extraordinaire si on a un article là-dessus. Ça serait vraiment intéressant. En tout cas, je lance ça comme ça. On a déjà le titre. Donc, on a déjà épuisé notre dizaine de minutes de questions, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, c'est le moment de vous manifester. Puis il y a 2 écrans, donc gardez votre main levée longtemps si vous voulez intervenir, parce que je passe d'un écran à l'autre. Ah, il y a Brigitte qui a la main levée. Vas-y, Brigitte. Oui, bien, au nom des membres du conseil d'administration, je vous remercie de votre présence ce soir et de votre intérêt au RPFO. Et puis, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion, au prochain lancement aussi du magazine Le Chaînon. Et merci beaucoup à toute l'équipe encore derrière l'organisation de cette soirée. Mais en fait, Brigitte, tu fais la moitié de ma job. C'était ça ma job ce soir. Comme mot de clôture, je devais justement de vous remercier tous et chacun d'être présents ce soir. Je veux aussi souligner le fait que Le Chaînon, c'est vraiment une œuvre par et pour. Donc, si vous appréciez lire les articles dans Le Chaînon, si vous appréciez les images, les illustrations, les thèmes du Chaînon, c'est parce qu'il y a des gens qui contribuent. Donc, il ne faut pas s'engager nécessairement à écrire 3 numéros spéciaux comme l'a fait Daniel Carrière Paris, mais un petit article, ça serait bien. Donc, si vous avez un intérêt pour une ville, pour un événement historique, pour la généalogie de votre famille, pour un article comme on le suggère à Gilles de Pyongyang de Penetang à Pyongyang, quelque chose d'intéressant. On veut que le Chaînon soit un véhicule pour partager ces histoires entre Franco-Ontariens, entre Franco-Ontariennes. Donc, on vous invite bien sûr à prendre la parole dans les pages du Chaînon et c'est vraiment à Dominique Lajoie qu'il faut écrire donc lechaînon@rpfo.ca si vous avez un article à contribuer. Puis on accepte des articles de tout sujet.
que ce soit l'histoire, le patrimoine, la généalogie, mais on a quand même des thèmes qui s'en viennent. Donc, en 2022, on a prévu un thème sur les villages fantômes abandonnés ou disparus. Je pense que ce thème-là, il reste peut-être pas énormément de place. Dominique pourrait nous le dire. Mais, je vais juste couper tout de suite parce qu'on est sur le sujet, mais la date limite pour soumettre un article, ce serait le 1er avril. Ça va être le numéro de l'été 2022 pour les villages disparus. Et en 2023, on va parler de crimes, de justice et de droit. Donc, je pense qu'il y avait quelques personnes qui ont œuvré dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à contribuer. Je pense qu'on avait donné l'exemple des personnes atteintes le don de sang des personnes LGBTQ. Un bel article là-dessus, ça serait intéressant. Et aussi, il sourit. Il sait à qui je fais référence. Et en 2024, on va traiter de la correspondance. Donc, moi, je sais que je suis en train de vider la maison de mon père, puis on trouve plein de lettres de famille, puis plein de choses intéressantes. Peut-être que vous avez aussi dans votre famille de la correspondance qui met à lumière des choses intéressantes. Donc, on vous invite à contribuer ces numéros, ces thèmes-là. Donc, moi aussi, je veux remercier tout le monde. Je vais pas éterniser là-dessus. Vous avez fait une très bonne job de remercier toute l'équipe. Mais bien sûr, Daniel Carrière-Paris, merci de t'être associé au Chaînon et d'avoir fait confiance au RPFO pour mener à bien ce projet-là. Tu as inspiré beaucoup de gens en partageant les parcours de ces maintenant 75 personnes. Donc, moi, personnellement, je sais que j'ai tiré beaucoup d'inspiration de ces portraits-là. Et on va dire que cette semaine, j'en avais particulièrement besoin. Donc, merci à tous les muses qui sont présents aussi ce soir de nous avoir inspirés. C'est très apprécié. Et merci aussi à Dominique Lajoie et à tous les membres de l'équipe du RPFO pour votre excellent travail, sans oublier le comité du Chaînon. Donc, on accepte toujours aussi des bénévoles au comité du Chaînon. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez aussi à Dominique. Elle va pouvoir vous mettre en contact avec le comité. Donc, Daniel, il faudrait peut-être ajouter qu'il serait important de vous abonner. Il y a plusieurs membres qui n'ont pas renouvelé leur abonnement, puis il y a beaucoup de personnes ce soir qui ne sont pas abonnés au Chaînon. Alors, même si on a une belle équipe, si on a des auteurs, si un jour il n'y a plus assez d'abonnés, le réseau ne pourra plus supporter le Chaînon. Alors, on a vraiment besoin d'abonnés, là. Alors, ceux qui le sont, un gros merci, mais ceux qui nous ont abandonnés en cours de route, là, s'il vous plaît, renouvelez. On a besoin de vous. Et ça fait un très beau cadeau du temps des fêtes. On peut offrir un cadeau, un abonnement numérique, pour seulement 25 $. Donc, surtout des jeunes dans votre entourage, vous avez besoin d'un cadeau pour le temps des fêtes pour des jeunes que vous voulez faire découvrir le patrimoine. Les jeunes sont très à l'aise de faire ça en mode virtuel. 25 $, c'est un tout petit cadeau, mais ça aide beaucoup dans la publication du Chaînon. Et pour seulement 40 $, vous pouvez recevoir chez vous 3 numéros papier du Chaînon. Donc, ça fait quand même un cadeau abordable. Donc, oui, merci Michel pour ce rappel-là. Puis, je vais en profiter aussi pour vous dire à quel point on a eu du succès ou que Francis Thériault, notre président de CA et membre actif du comité du Chaînon, a eu du succès avec la publication de plusieurs annonces dans ce numéro spécial. Mais si vous connaissez des entreprises, ou vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez peut-être une boîte de conseil, vous connaissez des gens, dites-leur que ça serait intéressant de mettre une annonce dans le Chaînon parce que ça aussi, ça tient à aller le Chaînon. C'est pas rentable publier le Chaînon et c'est quand même un soutien qui est très apprécié. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, vous pouvez aussi communiquer avec Dominique puis on va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Donc, merci pour ça, Michel. À la toute fin, on va prendre une photo. Donc, pour les gens qui veulent, puis on m'a demandé aussi, on veut organiser une photo juste avec les muses qui étaient présents. Je suis pas sûre que ça va être possible avec la technologie, donc il faudrait que tout le monde d'autre quitte, puis on veut pas, en tout cas, peut-être si vous êtes capable, si vous êtes muse, puis vous pouvez rester à la toute fin, on va prendre une autre photo une fois que les participants sont partis, mais pour l'instant, on va prendre une photo de tout le monde. Donc, mettez votre caméra. Ah, Daniel Paris, vous avez la main levée. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter les 3 tomes comme coffret cadeau?
Oui, on les vend maintenant de façon individuelle. Oui, donc ils sont dans notre boutique, sur notre site web. Donc, peut-être Diego va vous trouver le lien. Et je pense qu'il vous a déjà envoyé. Regardez dans le chat, je pense que Diego vous a déjà mis les liens pour acheter les deux autres tomes. Et celui-ci aussi, ça se vend à l'unité. Donc, oui, ça fait un très beau cadeau. Oui. OK, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous demander d'allumer vos caméras. On est déjà beaucoup moins de participants qu'on était au début, mais on va prendre une photo de ceux qui sont là. Donc, allumez votre caméra et arrêtez le chat là, pour un instant parce que je fais une capture d'écran puis ça va apparaître à l'écran. OK, là, je me reprends. Des beaux sourires. OK, je crois que celle-là est belle. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée tout le monde.